Bonjour, je vais vous présenter donc nos travaux sur la tolérance à la chaleur des bovins. Et ça serait mieux si j'avais ma petite souris. Excusez-moi. Ok, donc le contexte, donc c'est bien évidemment l'évolution du climat avec une augmentation déjà visible et future, une augmentation des températures et de la fréquence des événements climatiques extrêmes, en particulier pour les bovins des vagues de chaleur. Et donc, pour les bovins, l'exposition à ces températures extrêmes, en fait, ça a des conséquences négatives en termes de production. Ça altère aussi la santé, la reproduction et le bien-être. Et donc, l'objectif de nos travaux était donc, dans un premier temps, d'estimer pour nos populations bovines, nos populations de vaches laitières françaises, quelles étaient les conséquences en termes d'effet du stress de chaleur sur les performances, avec dans un premier temps une étude sur les effets directs et à court terme, et dans un second temps, une étude sur les effets indirects et à long terme du stress subi in utero. Et puis, la deuxième partie de nos travaux concernait la variabilité individuelle, la variabilité génétique de la réponse au stress de chaleur pour identifier et savoir s'il y avait des animaux qui sont capables de mieux faire face à ces augmentations des températures. Alors, ces études, elles étaient basées sur des mesures indirectes du stress de chaleur. Donc, nous nous sommes basés sur des données zootechniques qui proviennent de la base de données nationale. Il s'agit de performances collectées en ferme, telles que les contrôles laitiers mensuels, qui nous ont permis d'avoir accès donc à des quantités de lait et de matière, des taux butyriques et taux protéiques, et puis le score cellulaire somatique. Et puis, nous avons aussi tous les enregistrements des inséminations ainsi que leurs résultats, présence ou absence de vélage, qui nous ont permis de construire une variable taux de conception. Nous avons aussi fait des analyses génomiques, donc basées sur les données de puces à ADN et puis sur des données de séquences complètes, données de séquences complètes qui nous permettent d'imputer toutes les données de génotypage à l'échelle du génome complet. Et évidemment, il nous fallait des données météorologiques, donc elles sont fournies par Météo France, donc qui estime pour chaque petit carré de 8 km de côté, là, qui quadrille l'ensemble du territoire français, Météo France estime tout un jeu de variables climatiques, dont différentes températures, l'humidité quotidienne, etc. Et donc, nous, ce qu'on a utilisé dans notre étude, c'est un indice température-humidité qu'on appelle communément le THI. Alors le THI, comment il évolue dans nos données? En fait, vous avez ici la distribution des THI moyens sur la période des 3 jours qui précèdent le contrôle laitier. Donc ce graphique, il est assez intéressant parce que finalement, quel que soit le caractère qu'on étudie, quelle que soit la performance et même la race, on a une distribution qui est assez semblable en fait. On démarre à un peu moins de 20, un THI un peu inférieur à 20, donc là on est plutôt sur des températures qui peuvent être négatives évidemment, jusqu'à des THI qui vont globalement plutôt jusqu'à 78. Alors là, il s'agit bien des THI auxquels on a des performances mesurées. On a des THI observés en France qui sont supérieurs, mais par contre, nous, on n'a pas forcément les performances associées à ces THI. Donc, ce que vous pouvez voir globalement, c'est que le THI moyen, en fait, il est plutôt aux alentours de 50. Alors, j'ai oublié de vous montrer la formule du THI. Donc, le THI dépend bien évidemment de la température. Nous avons considéré, nous, ici, la température moyenne sur 24 heures et de l'humidité relative. Et donc, un THI de 50 ici, qui est notre THI moyen dans la majorité de nos jeux de données, en fait, ça correspond à une température moyenne sur 24 heures de 9 à 10 degrés. Je vous ai illustré ici aussi le THI 70 qui, pour nous, est intéressant parce que globalement, c'est un THI relativement élevé pour nos animaux. Et à la fois, il est élevé et à la fois, on a quand même suffisamment de données pour pouvoir faire des statistiques. Donc, c'est souvent un peu notre référence en termes de THI chaud. Et donc, un THI de 70, ça correspond à une température moyenne sur 24 heures située entre 22 et 24 degrés. Donc, comme c'est une température moyenne sur 24 heures, forcément, la température diurne observée lorsque ces THI sont obtenus, c'est plutôt, on atteint des températures de 26-30 degrés assez fréquemment. Donc, on va passer maintenant aux résultats avec les premières études de l'estimation de l'effet du stress de chaleur direct et à court terme. Alors, pour cette étude, on a utilisé un modèle génétique classique dans lequel on a ajouté un effet fixe, l'effet du THI.
Et ça nous permet d'estimer l'effet moyen du THI sur l'ensemble des performances de toutes les femelles. Donc c'est quelque chose de très général à ce niveau-là ici. Donc on a considéré différents THI. Pour la production et la santé de la mamelle, le THI qui avait le plus d'effet sur nos performances, c'était la moyenne des THI des 3 jours précédant le contrôle, jour de contrôle laitier inclus, hein, parce qu'il y a quand même un effet un peu cumulatif des jours chauds. Hein, donc finalement, c'est pas forcément le jour même où le THI est élevé qu'on a les conséquences, mais ça peut être aussi quelques jours après. Et pour la fertilité, le THI qui avait le plus d'effet sur nos performances, c'était la moyenne des THI des 8 jours après l'insémination, jour de l'insémination inclus. Alors voilà le type de résultat qu'on obtient pour ces effets directs et à court terme. Vous avez ici l'effet de différents niveaux de THI sur les productions de lait, les productions de matières grasses et protéiques. Ceci dans 3 races, sont les 3 races que l'on a étudiées dans ces projets, la Holstein en vert, la Montbéliarde en orange et la Normande en marron, avec les résultats en première lactation qui sont en très plein et en pointillé les résultats en seconde lactation. Donc, ce qu'on peut voir déjà, alors oui, une chose importante, c'est qu'en fait, on a travaillé sur des mesures indirectes du stress de chaleur, donc ça ne permet pas d'estimer vraiment précisément le début du stress thermique. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on peut déterminer, c'est quelles sont les conditions optimales qui permettent d'obtenir une production maximale. Et pour la quantité de lait, ces conditions optimales, elles sont rencontrées quand le THI est situé entre 47 et 55. Alors, je vous ai mis ici, je vous ai mis à 0 à la fois en fait, c'est pour que le graphique soit plus facile à lire et puis pour qu'on voit tout de suite les effets du stress, d'un stress de chaleur, enfin les effets des THI élevés. Donc, je vous ai mis toutes les courbes à 0 ici sur le THI moyen dans nos populations. Et puis, vous pouvez voir qu'effectivement, de passer de ce THI moyen de 50-55 à un THI de 70, ça se traduit par une perte de production laitière qui est située entre 1 et 1,5 kg de lait par jour, ce qui représente une perte de production de 5 à 6% pour le caractère lait, et quelle que soit la race et quel que soit le rang de lactation, hein, c'est assez constant. Si vous regardez sur les matières maintenant, vous avez aussi un point de cassure qui est situé plutôt aux alentours de 50-55. Et là, par contre, la perte de production, elle est plus importante. On est plutôt de l'ordre de 10 à 12% de perte de quantité de matière quand on regarde entre THI 50-55 et un THI 70. Alors, je ne peux pas mettre tous les résultats, mais je vous ai présenté quand même celui du taux de conception que je trouve aussi assez intéressant. Donc là, on s'est concentré sur le taux de conception à la première insémination et uniquement à la première lactation. C'est pour ça que vous n'avez qu'une courbe par race. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, quelle que soit la race, en fait, on a assez peu d'effets du THI jusqu'à un THI 60. Et là, à partir de ce THI 60, quelle que soit la race, on a un point d'inflexion qui est plus important, qui mène vers des courbes qui diminuent de façon plus importante, en fait. Avec une diminution de moins 2 points du taux de réussite en Normande, de moins 3 points en Montbéliarde et de moins 8 points en Holstein. Donc, on va passer maintenant au résultat des effets indirects du stress subi in utero. Alors, le principe de l'étude, c'était de comparer les performances des vaches qui, lorsqu'elles étaient in utero, ont subi un stress de chaleur, en tout cas leur mère a subi un stress de chaleur, de comparer les performances de ces vaches à celles de vaches pour lesquelles la mère n'a pas subi de stress de chaleur quand elles étaient gestantes. Et donc, pour cela, en fait, on est parti sur une étude de comparaison entre la performance qui est réalisée par la fille, celle qui est observée sur le terrain lors du contrôle laitier ou divers contrôles en ferme. On compare cette performance réalisée à celle que l'on espérait, celle que l'on attendait de cette femelle, de cette fille. Et la performance espérée, en fait, on l'a calculée grâce à la valeur génétique directe. Alors, en fait, elle est issue de l'évaluation génétique nationale. Et il s'agit de la somme des marqueurs génétiques qui sont portés par la fille. Et donc, on considère que la différence entre cette performance qui était espérée et celle qui est réellement observée sur le terrain, elle peut être due à des événements qui se sont produits au cours de la gestation. Et c'est ce qu'on a testé, nous, ici, avec l'effet des THI moyens au cours de chaque mois de gestation de la mère. Alors là encore, je ne peux pas vous présenter tous les résultats, je n'ai pas le temps, mais par contre, je vous présente les résultats des différents
des THI moyens au cours du premier mois de la gestation de la mère, donc ici en bleu, et l'effet des différents THI moyens au cours du 8e mois de gestation. Et donc l'effet, on l'a observé, dans l'exemple ici, c'est sur la quantité de lait 305 jours. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que sur une quantité de lait 305 jours, en fait, on observe des effets qui sont relativement modérés, en fait. On a un effet maximum des températures élevées comparées aux températures modérées ou faibles, qui est d'au maximum 1% de la production 305 jours des filles. Ce qui veut dire que globalement, on ne peut pas mettre en évidence avec ce jeu de données un stress aigu. Alors, les résultats que je vous présente sont significatifs, on a quelques résultats significatifs, mais globalement, en fait, on a des effets assez faibles. Alors, si on compare avec les études qui ont montré ce type d'effet, en fait, il est probable qu'une des raisons pour lesquelles nous, on ne montre rien, c'est parce qu'on a globalement encore assez peu de températures très contraignantes, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir mettre en évidence des effets forts, puisque les études qui montrent des effets importants sont plutôt des études produites par des équipes de Floride ou par des équipes israéliennes. Donc on n'est pas encore à leur niveau de température. Bon, par ailleurs, on est sur des performances qui sont assez éloignées du stress. On va regarder la production 305 jours de la fille et on va voir l'effet d'un possible stress de chaleur qu'elle a subi in utero. Donc voilà, on est très éloigné du stress. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites entre les deux. Donc toutes ces choses-là, ça produit beaucoup de bruit de fond. Et c'est aussi ça qui pose un problème pour capter ces effets-ci. Donc voilà, pour ce type de travaux, il y aura d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes qui sont mises en œuvre pour essayer d'identifier ça. Un point quand même important, c'est que globalement, donc sur les caractères de production et donc sur les deux races qu'on a étudiées, la Montbéliarde et la Holstein, l'effet des THI élevés, il est plutôt négatif quand il intervient au cours des premiers mois de la gestation de la mère. Donc maintenant, la deuxième partie de l'étude, qui est l'étude de la variabilité génétique de la réponse au stress de chaleur. Alors, je viens de vous montrer qu'effectivement, les effets indirects du stress subi in utero, ils sont vraiment faibles. Donc là-dessus, on n'a pas essayé de capter une variabilité génétique. Par contre, les effets sont beaucoup plus importants sur les effets directs et à court terme. Et donc là, on a essayé de voir si, pour ces effets directs et à court terme, on pouvait avoir une variabilité de réponse des animaux. Alors pour cela, on a utilisé donc des modèles avec des normes de réaction, des modèles génétiques avec des normes de réaction. Et donc dans ces modèles, en fait, la performance de l'animal I, si on se concentre sur la partie génétique, eh bien cette performance, elle n'est plus seulement reliée au pédigré, elle est aussi reliée au THI auquel la performance est mesurée. Et donc ce qui nous permet de passer dans un modèle sans prise en compte des interactions génétiques environnement avec des animaux qui ont toujours les mêmes valeurs génétiques, quel que soit le THI, à un modèle avec norme de réaction qui nous permet d'avoir des valeurs génétiques qui fluctuent pour un même animal, qui fluctuent le long d'un gradient THI. Et ce qui veut dire qu'on peut avoir, pour une même performance au départ, on peut avoir différents caractères pour un même type de performance, un caractère par exemple production de lait à THI 30, production de lait à THI 50 et production de lait à THI 70. Différents caractères, donc on peut estimer des corrélations génétiques. Si les corrélations génétiques sont égales à 1, bon, bah, c'est qu'on a le même caractère à chaque fois. Par contre, si les corrélations génétiques sont inférieures à 1, et bah, là on peut commencer à se dire qu'on a des interactions entre génétique et environnement, entre génétique et THI en l'occurrence ici. Alors, premier résultat, c'est que globalement, dans nos études, pour un même type de performance, en fait, à différents THI, pour un même type de caractère, les corrélations génétiques sont très élevées. Pour les caractères de production et le score cellulaire somatique, on est plutôt sur des... bon, la plupart des corrélations sont supérieures à 0,90. Pour la fertilité, elles sont plus faibles. On a un peu plus d'interactions génétique-environnement, mais globalement, dans nos données, en fait, on a peu ou pas d'interactions entre génotype et THI. Et donc, on a peu de reclassement entre les animaux, en fait. On n'a pas de situation comme celle-ci où, entre deux environnements différents, un animal est vraiment meilleur dans un environnement et est le moins bon dans l'autre, en fait. On ne va pas observer ce genre de choses, donc on a peu de reclassement. Par contre, on observe des effets d'échelle. Les effets d'échelle, ça veut dire qu'on n'a pas de reclassement entre les animaux, mais par contre, la différence entre les animaux va être soit accentuée, soit diminuée
sous l'effet d'une deuxième condition. En l'occurrence, là, je vous ai mis une condition stressante. Et donc, c'est ce qu'on observe notamment avec l'évolution des variances génétiques ici, évolution des variances génétiques en fonction du THI. Donc là, vous avez les résultats en race Montbéliarde, mais les résultats sont similaires dans les 3 races. Avec pour les caractères de production, donc là, l'illustration sur les matières protéiques, mais c'est vrai pour tous les caractères de production, on va avoir une diminution de la variabilité génétique des animaux, donc une diminution avec l'augmentation du THI, et donc une diminution des différences entre les animaux quand les THI seront élevés. Donc la différence entre les tout meilleurs et les tout moins bons va être restreinte. Pour les caractères fonctionnels, donc score cellulaire somatique et taux de conception, c'est l'inverse en fait. La variance génétique va avoir tendance à augmenter. Et donc les différences entre animaux vont elles aussi être augmentées quand les THI seront élevés. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu résumé ici avec l'illustration sur les valeurs génétiques. Donc ça c'est l'évolution des valeurs génétiques en fonction du THI pour le caractère matière protéique ici à gauche et taux de conception à droite. Donc là, je vous ai pris l'exemple uniquement pour quelques animaux, donc les tout meilleurs taureaux Montbéliard pour le caractère matière protéique à ce THI et les moins bons taureaux Montbéliard, donc le top et le flop pour ce caractère. La même chose pour le caractère taux de conception. Je vous ai mis que les tops et les flops pour plus de lisibilité des graphiques, mais globalement, ce qu'on peut voir, et ce qui est surtout vrai quand on voit tous les animaux, mais c'est beaucoup moins lisible, c'est que effectivement là on voit bien l'absence d'interaction génétique-environnement générale, c'est-à-dire que les tout meilleurs taureaux resteront les tout meilleurs quel que soit le THI, et les moins bons aussi, hein, resteront les moins bons. Et on voit bien ici qu'on va avoir un effet d'échelle qui va restreindre, qui va diminuer la différence entre les animaux pour les caractères de production et qui va plutôt l'accroître pour les caractères fonctionnels tels que le taux de conception. Ce qu'on voit aussi avec les valeurs génétiques, c'est qu'on peut définir de nouveaux caractères tels que le niveau ATHI 50 ou le niveau ATHI 70 pour la matière protéique, même chose pour le taux de conception. Le niveau, c'est tout simplement la valeur génétique à un THI donné. On peut définir aussi un caractère pente, ici en rouge, et la pente, ça va plutôt traduire la tendance des valeurs génétiques de l'animal à un stress, lors d'un stress de chaleur, enfin lors d'un THI élevé. Donc on associe toujours la pente à un certain THI, la pente ici à THI 70. Et donc comme ça traduit l'évolution de la valeur génétique de l'animal, on peut considérer que ça pourrait être un critère de tolérance à la chaleur. C'est un critère de tolérance à la chaleur. Alors, je vous ai mis ici que ça reflète la diminution des performances à THI 70. Alors, vous voyez ici des flèches positives et des flèches négatives. Je vous rappelle qu'ici, je vous présente des valeurs génétiques. Donc, ça donne les classements des animaux les uns par rapport aux autres à un certain THI. Si on regarde phénotypiquement ce qui se produit, là, vous avez les prédictions des performances pour les matières protéiques et le taux de conception. Eh bien, on voit bien qu'on retrouve cette perte de performance qu'on avait vue dans la première partie de l'exposé. Et ce que reflètent ces pentes, en fait, c'est juste qu'il y a certains animaux, alors c'est pas forcément très visible, mais il y a certains animaux qui ont des pertes de performance qui sont plus importantes que les autres. Et c'est ça ce que reflètent les pentes. C'est la plus grande sensibilité, en fait. Certains animaux vont perdre plus que d'autres, et donc voilà. Donc si on s'intéresse maintenant à la corrélation génétique entre le niveau ATHI 50, alors niveau ATHI 50, ce qu'il a d'intéressant, c'est que le THI 50 aujourd'hui, c'est le THI moyen de collecte de nos performances. Donc, c'est le THI moyen de la sélection aujourd'hui. Donc, si on regarde le niveau ATHI 50 pour la matière protéique, ça reflète à peu près la valeur génétique des animaux aujourd'hui pour ce caractère-ci. Et si on regarde donc ce caractère niveau ATHI 50 et qu'on regarde la corrélation génétique avec la pente ATHI 70, ça va nous donner une idée de quels animaux seront les plus affectés par l'augmentation des températures. Alors sur le graphique ici, vous avez les résultats encore une fois pour les 3 races, Holstein, Montbéliard et Normande. Pour les caractères de production, on voit ici que pour tous les caractères de production et pour toutes les races, la corrélation génétique est plutôt négative, ce qui signifie que, en règle générale, les animaux avec des fortes valeurs génétiques aujourd'hui seront ceux qui seront les plus pénalisés par l'augmentation des températures. Ce sont ceux qui auront les plus fortes baisses de production à THI élevé.
Pour les caractères fonctionnels, alors ce qu'on observe pour le score cellulaire somatique et pour la fertilité uniquement en Montbéliarde, excusez-moi, uniquement en Montbéliarde, c'est que les animaux qui seront les plus affectés, donc ceux qui auront les pentes les plus négatives, sont ceux qui aujourd'hui ont les index les plus faibles déjà. Donc les moins bons aujourd'hui seront encore moins bons, seront les plus pénalisés en température élevée. Alors on peut voir dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire que ceux qui résisteront le mieux, ceux qui auront les plus faibles pertes de production, seront ceux qui aujourd'hui ont les meilleurs index en termes de cellules et pour les Montbéliardes en termes de fertilité. Alors on s'est aussi intéressé un peu au compromis en fait entre les caractères, puisque on vient de voir que les animaux qui ont les meilleures valeurs génétiques aujourd'hui pour la matière protéique et pour la production seront ceux qui seront les plus affectés pour la production, seront les plus fortes baisses de production ATHI élevées. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a une corrélation génétique négative entre ce caractère et le caractère pente pour la fertilité. Et ça, on l'observe pour toutes les races, ce qui veut dire que les femelles les plus productives, non seulement elles seront les plus affectées pour la perte de production, mais aussi pour la perte de fertilité. Un dernier résultat que je voulais vous présenter, c'est puisqu'on a défini de nouveaux caractères, tels que la pente ATHI 70, eh bien, on a fait des analyses d'association génomique, donc à l'échelle de la séquence, pour ces 3 caractères pente. Alors, la pente de la perte de performance en quantité de lait, en score cellulaire somatique et en taux de conception. Là, vous avez l'illustration des résultats en Holstein. Donc, en gros, là, vous avez tous les SNP le long de la séquence génomique. Et plus le pic est élevé, plus l'association est significative avec le caractère considéré. Donc, le premier résultat que vous pouvez voir, c'est que globalement, entre les différents caractères pente, on n'a aucune région commune entre ces différents caractères pente. Donc, ça veut dire que la pente, ce caractère, il est quand même très dépendant de la performance qu'on met en entrée. Alors après, il faut dire ici qu'on a quand même des caractères très différents de production, de santé et de reproduction. Autre résultat, c'est que globalement, on a assez peu de variants qui sont dans des gènes connus comme étant impliqués dans la tolérance à la chaleur. Alors j'ai dit peu, mais j'ai pas dit pas, hein. On en a quelques-uns. Après, la biblio sur les gènes liés à la tolérance à la chaleur, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant non plus, hein, mais donc voilà. Un résultat un petit peu encourageant, mais tous ces résultats sur la génomique méritent encore d'être fouillés, hein. On a besoin de faire des analyses complémentaires, mais globalement, ce qu'on observe, c'est que les QTL trouvés, donc les régions associées au niveau ATHI 50, sont différentes de celles qui sont associées aux pentes ATHI 70. Ce qui voudrait dire qu'on peut sélectionner des SNP qui sont favorables aux pentes sans qu'ils soient défavorables au niveau, en fait, hein, pour tous les caractères. Alors, on a une petite exception ici dans ce gène-ci, on a un variant qui a un effet antagoniste entre pente et niveau. Donc là, c'est typiquement le genre de choses sur lequel voilà, on a besoin de fouiller encore un petit peu. Donc en résumé, dans ces études, on a estimé l'importance des diminutions de performance qui seront liées à l'augmentation des températures, hein. Et je voulais attirer votre attention dans cette conclusion sur quelques points. C'est que déjà, considérer que que les pertes de production pourront être compensées par la sélection sur la production sans prendre en compte les interactions génétiques environnement. Autrement dit, en sélectionnant sur l'index actuel, donc à peu près le niveau ATHI 50, ça veut dire qu'on n'anticipe pas un possible point de rupture, en fait. Parce que là, globalement, on voit qu'on a des diminutions de performance. On n'a pas encore étudié ce que sera l'accumulation, hein, des pics de chaleur. Et puis, pour l'instant, on a peu de valeurs ATHI vraiment très, très élevées. Il n'est pas impossible que le comportement de l'animal ne soit pas une perte linéaire quand les THI seront encore plus élevés. On peut avoir des points de rupture plus importants. Et puis, évidemment, hein, on a des conséquences sur la fertilité et la santé qui peuvent compromettre la pérennité de l'élevage, hein. Donc là, ne pas anticiper l'augmentation des températures et ses possibles points de rupture, c'est effectivement problématique pour la pérennité de l'élevage. Le point positif quand même qu'ont montré ces travaux, c'est que les efforts de sélection qui sont réalisés aujourd'hui sur les caractères fonctionnels tels que la fertilité, le score cellulaire somatique, ça permet déjà d'anticiper les baisses de performance dues aux fortes chaleurs. Alors, on a encore des travaux à faire sur les réponses à la sélection
pour voir si on peut au moins limiter les dégâts, hein. Mais globalement, là, cette sélection-ci, elle va dans le bon sens, puisque je vous rappelle qu'on a de fortes corrélations génétiques. Comme on a peu d'interactions J/I, les meilleurs animaux à un THI 50 pour ces caractères seront aussi les meilleurs dans l'ensemble à THI 70. Donc, si on sélectionne aujourd'hui sur ces caractères, ça aura un effet bénéfique dans le futur sur ces caractères dans des températures plus élevées. Donc ça, c'est vraiment important à considérer. Et puis, il y a l'effet effectivement entre ces corrélations entre pente et niveau qui est plutôt favorable aujourd'hui aux animaux qui sont notamment pour les cellules, les animaux qui sont les mieux indexés sur les cellules en fait, qui seront les moins impactés par l'augmentation des températures. Et brièvement, on peut aussi envisager à l'avenir de sélectionner non plus sur les animaux à un THI 50, mais plutôt sur des animaux à THI 70, mais aussi sur des pentes à THI 70, ce qui permettrait d'anticiper des THI bien supérieurs, les THI supérieurs à 70. Ça permettrait par exemple d'écarter les animaux les plus sensibles des plans d'accouplement. Et puis, ce qu'on observe, nous, globalement, dans les études d'interaction génétique-environnement dans le monde animal, et si on compare au monde végétal, c'est que quand même, globalement, on voit bien que quand il y a un stress, alors nous, c'est dans le cas de stress de chaleur, mais c'est pas le seul, hein, globalement, les éleveurs compensent énormément. Alors, quand il y a des systèmes de ventilation, de brumisation dans les élevages, c'est une chose. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de stress. Donc, globalement, c'est aussi une façon d'alléger un peu le stress des éleveurs, si on travaillait un peu plus sur la tolérance à la chaleur de nos animaux. Et puis, évidemment, ça diminuerait le risque de perte liée à la subfertilité ou à la santé. Juste une dernière diapo, parce que je pense que j'ai mangé mon temps de parole, pour remercier donc nos financeurs, hein, puisque ces travaux ont été réalisés dans le cadre des projets Kekalor, qui est un projet financé par Apigène, et dans le cadre d'un projet à financement européen, qui est le projet Rumigène. Alors, je vous ai mis un peu de lecture ici. Alors, c'est surtout pour vous lister toutes les personnes qui ont travaillé sur ces sujets. Alors, en gras, ce sont les personnes qui font partie de l'UMT, donc à qui vous pouvez poser des questions sur tous ces sujets-là. Ils sont bien au fait de tout ce sujet. Je vous remercie de votre attention et je pense que mon diaporama est fini. Donc, si vous avez des questions, je sais pas si je le laisse ou je laisse à l'écran au cas où il y a des questions, Oui, peut-être. éventuellement, s'il y a besoin de retourner sur certaines diapos. Merci beaucoup, Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois rien dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole tout de suite ou à lever la main si ça se bouscule, mais pour le moment. N'hésitez pas, c'est le moment. Ah, première question. Allez-y. Ouais, bonjour. C'est Jean-Baptiste Tertrain de la Chambre d'agriculture. Je suis chargé de mission viande bovine. Et je voulais savoir si, alors j'ai pas vu la deuxième présentation, mais s'il y avait déjà des travaux de prévus du même type en allaitant. Ouais. Alors, ce qui est un peu difficile en allaitant, alors oui et non.